Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Michapi Voice Télévision, dont voici les principaux titres. 32 femmes violées et 9 jeunes hommes enlevés, c'est le bilan d'une attaque armée à Vutao dans la zone de Kanya, dans le territoire de Lubero. On fera aussi un point dans ce journal sur la levée des immunités de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange qui sème la division au sein du Sénat, et vous suivrez aussi la réaction du président du conseil d'administration de l'ODEP Irolative. Ouvrons notre journal avec cette note en brève. La ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi, a reçu ce 15 mai l'ambassadeur du Soudan à RDC, Osman Hussein Elamine. Au menu des échanges, renforcement des relations bilatérales, situation au Soudan et enjeux de paix et de sécurité en Afrique. Je l'ai dit au sommaire, la Chambre haute du Parlement congolais a été le théâtre d'une vive discussion procédurale dès l'ouverture de sa séance plénière du jeudi 15 mai 2025 concernant la délicate question de la levée des immunités de l'ancien président de la RD Congo, Joseph Kabila. Une motion incidentielle, une interprétation divergente de la procédure à suivre pour une telle décision d'importance constitutionnelle et juridique. Suivez cet élément de Chancela Kambanzi. Prévue à 13h, la plénière de ce jeudi au Sénat a commencé avec plus de 2 heures de retard. Dans le hall et les différents couloirs du Sénat, on pouvait sentir la pression et la tension liées au deuxième point prévu à l'ordre du jour. Il s'agit notamment du réquisitoire contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. La première partie de la plénière est publique, mais non retransmise en direct de la radio-télé nationale congolaise. Elle a examiné la question orale avec débat adressé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. S'en est suivi un huis clos qui statue notamment sur la levée ou pas des immunités de l'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila. Après lecture du réquisitoire et débat général, la plénière a mis en place une commission technique qui dispose de 72 heures pour examiner en profondeur ce réquisitoire avant de soumettre son rapport au débat de la plénière. La commission aura également le mandat d'auditionner l'incriminé Joseph Kabila, qui n'est pas au pays depuis plus d'une année. Cependant, certains analystes cadres de l'opposition qualifient cette procédure d'illégale car selon eux, le Sénat ne dispose d'aucun pouvoir pour lever les immunités d'un ancien président de la République. Seul le Congrès pourrait le faire sous condition, conformément à la loi portant statut des anciens présidents de la République. Et le professeur Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'ODEP, exprime son opposition à la levée de ces immunités de Joseph Kabila Kabange, estimant que la stabilité institutionnelle du pays pourrait être fragilisée. D'abord, du point de vue de l'état des droits, on viole une loi là. On viole une loi, la loi sur les anciens présidents de la République. Cette loi, elle dit quoi? Que c'est le Congrès réuni qui peut voter à sa grande majorité, 3/4 de voix, la levée des immunités parlementaires. Mais on nous dit que c'est le Sénat. Le Sénat seul n'est pas le Congrès. Le Congrès, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est pour lever l'option seulement, et alors on va réunir aussi l'Assemblée nationale pour qu'il devienne le Congrès, ou c'est pour décider seul? Mais si c'est cela, eh bien, l'Assemblée nationale aussi devrait le Congrès devait être convoqué une bonne fois pour toutes pour décider ou non de cette levée des immunités parlementaires. Et là, ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable qu'on se retrouve de nouveau dans des violations des lois. Vous vous rappelez que sans avoir été jugé, condamné, le ministre de la Justice a ordonné le pillage des domaines ou des propriétés de Joseph Kabila. C'est un citoyen quand même, Joseph Kabila. Il a aussi droit à être défendu par un état de droit, par les lois, par la constitution. Mais pour quelles raisons on fait ça?
On a même violé ces domaines à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Vous voyez, ça, toutes ces choses-là, ne sont pas bonnes. Parce que, au bout du compte, si nous voulons une paix durable, nous devons d'abord veiller à la cohésion nationale. Nous devons veiller à dialoguer entre nous. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller dialoguer avec un émir du Qatar. Parlons de pourparlers en cours à Doha, Washington et au Togo sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Monseigneur Cholet alerte sur, je cite, « Sans un véritable consensus interne, les efforts extérieurs resteront vains. On peut trouver une solution de gauche à droite, mais s'il n'y a pas de consensus interne, demain il y aura d'autres groupes armés », prévient-il. Au plan politique, au moment où le pays a plus que besoin d'être uni et de renforcer la cohésion nationale, nous assistons à une grande crispation du climat politique. Les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, avec pour objectif la décrispation du climat politique, sont faites dans un environnement difficile, ne permettant pas d'atteindre les résultats escomptés. À l'instar de beaucoup de nos compatriotes, nous sommes très circonspects sur les négociations et les partenariats relatifs à l'exploitation de nos ressources naturelles, en particulier des minerais stratégiques. En effet, nous devons nous assurer que les activités minières conduisent au développement intégral de chaque Congolais et de tout le pays. Tous ces pourparlers ne prennent pas en compte les défis internes et qui sont aussi fondamentaux. C'est-à-dire on peut trouver une solution à gauche, à droite, mais si il n'y a pas un consensus interne, demain il y aura d'autres groupes armés. C'est un cycle que nous sommes en train de vivre depuis longtemps. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut aller dans les causes profondes. Et ces causes profondes impliquent aussi les questions internes que jusque-là, il n'y a qu'au Congo, les Congolais que nous sommes qui peuvent... c'est pour ça que vous avez compris leur responsabilité pastorale. Et, comme j'ai dit à votre collègue... Changeons de chapitre pour parler de l'affaire de la concession Oasis à Bandalungwa. Jacques Chabani et Akassia Bandoubola Mbongo insistent sur le respect strict de la loi. Les deux personnalités réaffirment leur attachement à la légalité face aux tensions autour de ce dossier foncier. Précision avec Chancela Kambanzi. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, et la ministre d'État et Affaires foncières, Akassia Bandoubola, ont effectué une deuxième descente à la concession Oasis dans la commune de Bandalungwa, selon les renseignements de cette société chinoise Zhengwei, qui occupe cet espace à un titre, mais à la grande surprise, elle occupe actuellement et illégalement un autre espace avec une superficie qui n'est pas mentionnée sur son titre. Lors de la descente, des deux membres du gouvernement ont constaté une forte présence des militaires sur les lieux, alors que la concession Oasis, étant privée, devrait être sécurisée par les éléments de la police nationale congolaise, a dit le patron de la sécurité Jacques Chabani. Après vérification, la patronne des affaires foncières Akassia Bandoubola Mbongo a fait savoir qu'en RDC, le sol et le sous-sol est une propriété exécutive, inaléable et imprescriptible de l'État. Selon l'article 53 de la loi foncière, la société chinoise n'était pas en mesure de brandir un titre de propriété de l'entièreté de l'espace occupé pour le moment. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et la ministre d'État et Affaires foncières ont maintenu la position du gouvernement. La partie excédentaire appartient à l'État congolais et c'est à lui d'en disposer. Pour la MINITA, la loi doit être respectée en matière foncière. Rappelons qu'au mois d'avril dernier, la patronne des affaires foncières avait effectué une descente sur la même concession. Le constat a été amer. La société chinoise Zhengwei n'a pas respecté les limites fixées sur son titre.
Direction Kolwezi, lors de la 6e édition du Katanga Business Meeting, la première ministre Judith Assouminwa a appelé à un développement inclusif fondé sur l'équité, le dialogue entre l'État, le secteur privé et les communautés. Elle a mis en avant le corridor de l'Obito, le leadership féminin et l'entrepreneuriat comme levier clé pour bâtir un avenir durable en République démocratique du Congo. En tant que première ministre, chef du gouvernement, je réaffirme avec fermeté l'engagement du gouvernement dans la droite ligne de la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à promouvoir un leadership féminin fort, à créer un cadre de justice économique et d'égalité des chances et à accompagner les femmes entrepreneurs dans leur ascension. Madame la gouverneure et honorables députés provinciaux, l'événement phare que constitue le Katanga Business Mining ne doit pas se limiter à impulser la croissance économique du Lualaba seulement, mais qu'il serve également de levier pour le portage économique des autres provinces de la République démocratique du Congo. En favorisant le partage des expériences, la mise en réseau des acteurs économiques et la réplication des bonnes pratiques, nous contribuerons ainsi à une avancée nationale harmonieuse, inclusive et durable. Mesdames et messieurs, le défi de notre temps est immense, mais il est aussi porteur d'espoir. Malgré les guerres, je pense que la République démocratique du Congo, résiliente, a aujourd'hui démontré qu'elle est prête à aller de l'avant vers son futur, vers son développement. Bâtir notre futur n'est donc pas qu'un slogan, car nous avons la vision, les talents, les ressources et les partenaires. Ceci implique d'agir avec cohérence, transparence et ambition. Bâtir notre futur est un engagement collectif, durable, entre l'État, les entreprises, les investisseurs et les citoyens. C'est avec cet esprit de coopération et de responsabilité partagée que je déclare ouverte la 6e édition 2025 du Katanga Business Meeting. Les bulldozers quinois sont à l'œuvre depuis plusieurs semaines. La ville capitale procède à la démolition des constructions illégales sur les emprises publiques, notamment dans les zones inondables, avec pour objectif de protéger les populations et rétablir l'ordre urbain selon la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Précieuse Pétou. La ville de Kinshasa procède depuis un certain temps à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur les emprises publiques, notamment dans les zones non aedificandi. Ces constructions sont souvent à l'origine des inondations dans la capitale, causant d'importants dégâts matériels et de pertes en vies humaines parmi les Kinois. Après les opérations menées à la gare des Kitambo Magasin, où plusieurs maisons d'habitation construites illégalement ont été détruites, et au rond-point Kambambari, dans la commune d'Ebarumbu, le bulldozer de l'hôtel de ville interviennent actuellement dans la commune d'Engaliema. C'est précisément sur l'avenue Mapenza où plusieurs bâtiments ont été démolis de part et d'autre de la rivière Maïantaba jusqu'à l'entrée du quartier Montfleury. Ces édifices, bien que situés dans un milieu déjà loti, obstruaient le coulement naturel des eaux. Certains avaient même été construits directement sur les lits de la rivière, aggravant ainsi le risque d'inondation. Cette opération de démolition suscite de nombreuses réactions. Certains Kinois accusent le gouvernement provincial d'agir de manière abusive en dépassant les limites légales. Mais quelles sont exactement ces limites dont se sont servies les autorités pour justifier leur action? D'après les informations issues du ministère provincial des infrastructures et travaux publics, la délimitation de l'emprise publique commence à partir de l'axe central de la rivière. À partir de ces points, il faut compter 21 mètres de chaque côté et 10 mètres à partir de la berge. La carte accompagnant cet article illustre clairement ses limites. Issu du travail des experts du ministère provincial des infrastructures et travaux publics.
Autre chose dans ce journal, la réforme de la police nationale congolaise franchit une nouvelle étape présentée à l'Assemblée nationale par le VPM en charge de l'intérieur, Chabani Louko. Le projet de loi a été déclaré recevable d'un coût estimé à 2,3 milliards de dollars américains pour la période 2024-2029. Il vise ainsi à renforcer le cadre institutionnel, professionnel des agents de la police. Regardez. Chers compatriotes, dans le cadre de la politique dictée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, clairement déclinée dans le programme du gouvernement, précisément dans son deuxième pilier, nous avons pris l'engagement solennel de finaliser le projet de réforme de la police nationale congolaise. Et ce, principalement pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Aujourd'hui, je partage avec vous un projet de loi majeur qui va impacter nos vies et nos sécurités respectives. Un projet de loi que je compte défendre au cours de cette session parlementaire de mars 2025. Il s'agit du projet de loi de programmation de la police couvrant la période de 2025 à 2029 qui s'articule principalement sur 3 axes. Le premier consiste à renforcer le cadre institutionnel de la police. Le deuxième se focalise sur la professionnalisation. Restons un peu sur ce chapitre, l'opération Dobo. Dans ce journal, peut-on parler de son effectivité dans la commune de Massina? Comment se comportent les agents et les Koulouna dans le quartier 3? Suivez les explications avec l'analyste politique Vivian Olinga, habitant de cette municipalité. Nous sommes à Massina, j'habite Massina, quartier 3. Et chaque fois, je vois à partir de 19h, 20h, il y a un camion communément appelé Kabasele, de ça ici là, qui sillonne le coin de la ville, du quartier, pour arrêter les enfants d'autrui. Surtout ces petits qui sacrifient leur vie, les motocyclistes. On les arrête comme ça, on les embarque et on part avec pour sortir, on donne de l'argent. Donc, nous demandons aux autorités et surtout au ministre du tutelle, Chabani, de regarder avec beaucoup d'attention ces systèmes. Rien ne s'est fait vraiment et ces petits voyous inquiètent le paisible citoyen chaque jour. Ils sillonnent avec des machettes au moment où vous arrêtez. Ils vous blessent, ils vous coupent les mains. Ils vous mettent dans un état déplorable. L'autre fois, j'ai vu un jeune garçon qui l'on a coupé deux doigts comme ça de sa main gauche. On l'a coupé à faute de quoi il a refusé de céder son sac d'argent. C'était autour de quelle heure? Autour de 15h, 16h, toujours là-bas à Massina, quartier 3. Et quand vous vous croisez avec le policier, vers 3h, 4h, 5h, c'est le même policier, vous considérez à leur proie. Ils vous arrêtent, ils vous estorquent de l'argent, si vous avez les téléphones, c'est fini. Nous demandons qu'il y ait la sécurité dans ces pays. Dans le territoire de Lubero, 32 femmes auraient été violées et 9 jeunes hommes enlevés lors d'une attaque armée survenue dans la nuit du 5 au 6 avril à Vutao, dans la zone de santé de Kaina. L'information provient de sources locales relayées par un OCHA RDC. Le drame survenu dans le village de Vutao la semaine dernière bouleverse une fois de plus la conscience collective. 32 femmes violées, 9 jeunes hommes enlevés. Ces chiffres rapportés par ONU-OCHA RDC traduisent l'ampleur des souffrances infligées à une population déjà meurtrie par 2 années de violences armées. Dans cette partie de la République démocratique du Congo, les attaques ciblant le civil se multiplient et les femmes continuent d'en payer le plus lourd tribut. Le viol, utilisé comme arme de guerre, détruit de vie, de famille et zappe durablement les bases même de la société. Quant aux enlèvements, ils alimentent un climat de peur, d'incertitude et de déshumanisation. Face à cette tragédie, le silence et l'inaction ne sont plus acceptables. Il est impératif que les auteurs de ces crimes soient identifiés, poursuivis et condamnés. La justice, l'assistance aux victimes et la prévention doivent redevenir de priorités absolues. Tant que de telles atrocités pourront se produire en toute impunité, il ne saurait être question de paix véritable. Déjouer le civil n'est pas une option, c'est une obligation.
En Ituri, sous état de siège, la justice internationale renforce sa présence. Une délégation du fonds au profit des victimes de la CPI a échangé ce jeudi 15 mai à Bunia avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkasha-Majoni, pour faire le point sur ses actions en faveur des victimes de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État en matière de justice et de préparation des préjudices subis par les victimes des conflits armés, une délégation du fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale CPI a rencontré ce jeudi 15 mai 2025 le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Nkasha-Majoni. Cette rencontre a permis à la délégation de faire le point sur l'évaluation des activités du fonds, notamment les questions liées au dossier de Thomas Lubanga et Bosco Taganda. Selon Kizita Forgwe, gestionnaire des programmes du fonds, ces échanges ont permis d'évaluer les avancées ainsi que les défis dans la mise en œuvre des projets destinés aux victimes. Moi et mes collègues, nous sommes ici aujourd'hui pour faire les mises à jour à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour lui dire par rapport à là où on en est, par rapport à la mise en œuvre des réparations, surtout pour les affaires du procureur de la CPI contre Monsieur Thomas Lubanga et l'affaire le procureur de la CPI contre Monsieur Bosco Taganda. Donc nous sommes là avec nos partenaires de mise en œuvre pour faire un suivi par rapport aux services reçus par les victimes, les ex-enfants soldats et aussi les victimes de l'attaque. Donc nous sommes là pour assurer que ces victimes ont des services de qualité et on est aussi avec nos partenaires pour promouvoir le vivre ensemble, l'éducation à la paix à la population congolaise, surtout ici à l'est du Congo. Ce que nous faisons, surtout le bureau du Fonds au profit des victimes, c'est la sensibilisation, la formation, le renforcement des capacités dans les différentes communautés pour renforcer le principe de vivre ensemble, de l'éducation à la paix. Plusieurs partenaires du gouvernement accompagnent les efforts de l'administration militaire dans la réparation des populations affectées par les conflits, notamment à travers le processus de justice transitionnelle. Pendant ce temps, certains auteurs de ces préjudices, à l'occurrence Thomas Lubanga et sa bande, ont encore repris les armes pour faire de nouvelles victimes, alors que l'administration militaire, sous le leadership du lieutenant-général Luboya Nkasha-Majoni, a mené plusieurs actions d'intérêt public susceptibles de redonner l'espoir aux âmes meurtries par les violences entre 2000 et 2003 en Ituri. Toujours en Ituri, plus de 2 tonnes de pastèques ont été récoltées à terre grâce à un projet agricole initié par les casques bleus indonésiens de la MONUSCO. Cette initiative destinée à occuper les jeunes à risque et à lutter contre la pauvreté contribue à la paix et à l'autonomisation des communautés locales dans la province encore marquée par l'insécurité. Une fois de plus, le reportage de la presse militaire. Au moins 500 pastèques ont été récoltées par les contingents indonésiens de la MONUSCO, remises aux habitants du village Tchungasokolambi dans le groupement Tiré ce mercredi. Présents à cette cérémonie, les commissaires divisionnaires House Chaloué, vice-gouverneur de l'Ituri, appellent les jeunes à quitter les groupes armés et à s'adapter à l'agriculture pour pacifier l'Ituri. Pour la population, c'est un exemple que tout le monde doit suivre dans la province. Et je demande encore aux jeunes, à tous ceux qui sont encore en train d'être dans la brousse ou quoi, qui reviennent. On a besoin des jeunes pour faire le travail, avancer notre province. Le commandant suprême, le chef de l'État, il demande qu'il y ait la paix pour développer cette province si merveilleuse. Vous voyez vous-même, avec 1 hectare, on a plus de 500 pastèques. Et moi, j'ai demandé aux chefs de groupement et aux chefs de village qui nous fassent entrer aussi leur projet pour qu'on augmente même 2 à 3 hectares encore. Comme ça, les mamans et tout le monde vont s'en occuper. Cette action de la MONUSCO ne restera pas inaperçue. Nous sommes contents de cette œuvre et nous allons emboîter les pas, indique l'un des leaders de la jeunesse. Nous sommes vraiment très ravis, très contents de recevoir l'équipe de la MONUSCO, la présence du vice-gouverneur ici, pour ce projet que venait de nous présenter le contingent indonésien. Moi, personnellement, en tant qu'agronome, je suis vraiment intéressé par ce projet et nous remercions vraiment le contingent indonésien pour les services qu'ils nous ont rendus ici. Moi, je pense que ce qui est important pour nous, la jeunesse,
c'est de continuer, c'est de pérenniser ces projets. Soulignons que cette activité de récolte de pastèques a connu la participation de plusieurs couches de la population, notamment les chefs du groupement ainsi que les leaders de la jeunesse. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette session d'information, mais pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des principaux titres. 32 femmes violées et 9 jeunes hommes enlevés. C'est le bilan d'une attaque armée à Vutao dans la zone de Kania, dans le territoire de Lubero. On a fait aussi le point dans ce journal sur la levée des immunités de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange qui sème la division au sein du Sénat. Et vous avez suivi aussi la réaction du président du conseil d'administration de l'ODEP Irolative. Merci à toute l'équipe technique dirigée par l'ingénieur Bob Ngangou qui nous a accompagnés. Restez branchés sur nos antennes pour la suite de l'actualité. Au revoir.